Ensuite, on a une autre couche longitudinale et une autre couche musculaire qui est la couche musculaire longitudinale. Donc, elle va être schématisée comme ceci. Donc, c'est la couche longitudinale. On va la mettre d'un seul côté pour ne pas encombrer le schéma. Voilà. C'est la couche musculaire longitudinale. Donc, musculeuse longitudinale. Alors, ensuite, au niveau du canal anal, il n'y a pas que le sphincter interne. Il y a également un sphincter externe qui, lui, est formé par un muscle strié. Et comme vous le savez, le muscle strié dépend de la motricité volontaire cette fois. Donc, ce sphincter externe est formé par un muscle qui est le sphincter externe et qui est largement renforcé, si vous voulez, largement renforcé par le faisceau puborectal, donc qui est largement renforcé. On va agrandir par le faisceau puborectal du muscle élévateur de l'anus qu'on a vu tout à l'heure. Donc, là, c'est le faisceau puborectal de l'élévateur de l'anus. Ce faisceau puborectal du muscle élévateur de l'anus va former la partie profonde du sphincter externe. Parce que ce sphincter externe, il est formé de trois parties. Une partie profonde, une partie superficielle et une partie sous-cutanée. Donc, le faisceau puborectal va former la partie profonde du sphincter externe. Sphincter externe, partie profonde. À côté de la partie profonde, il y a une partie qui est superficielle et une partie qui est sous-cutanée. Voici la partie superficielle. Je vais encore effacer le titre pour avoir plus d'espace. Et remarquez avec moi, je vais schématiser ces dernières structures d'un seul côté, juste pour ne pas encombrer le schéma, parce qu'on a mis la légende à droite. Donc, on a vu que le sphincter externe est formé de trois parties. Une partie profonde formée par le faisceau puborectal du muscle élévateur de l'anus. Une partie superficielle, sphincter externe, partie superficielle, et une partie qui est sous-cutanée, comme son nom l'indique, elle est vraiment sous la peau, c'est la partie sous-cutanée du sphincter externe. Sphincter
externe, partie sous-cutanée. Voilà. Ainsi, vous voyez que le canal anal comporte un double sphincter, un premier sphincter qui est sous la dépendance de la motricité involontaire, qui est un muscle lisse, comme vous le savez, qui existe dans tous les viscères, et qui est formé par un épaississement de la couche musculaire circulaire interne, et un sphincter externe qui lui est formé de 3 parties. Une partie profonde qui provient du muscle puborectal, du faisceau puborectal du muscle élévateur, une partie superficielle et une partie sous-cutanée, et qui lui est responsable de la motricité volontaire. Hein? C'est le sphincter externe est dépendant de la motricité volontaire. Et puis, on va terminer par la 4e couche ou la 4e tunique au niveau du rectum. C'est bien cette tunique qui existe qu'à la partie supérieure de l'ampoule rectale, qui est bien sûr le péritoine viscéral, qui va former l'adventice. Donc ici, l'adventice, et qui va se réfléchir en avant. Voilà. Qui va se réfléchir en avant pour former le cul-de-sac de Douglas. Donc vous voyez ici, je vais récapituler un petit peu parce que c'est quand même un schéma qui est assez important sur la structure du rectum. Et on a dit que le rectum est formé de 4 tuniques, muqueuse, sous-muqueuse, musculeuse qui est en 2 couches et adventice. La première des choses, c'est que la muqueuse va former des ostracions au niveau du rectum qui sont en nombre de 2 à gauche et 1 à droite. Et ces ostracions vont donner des valvules au niveau de la lumière. Quand on rentre en rectoscopie, vous allez voir une valvule à droite et 2 valvules à gauche. Ensuite, la muqueuse va former un certain nombre de plis longitudinaux qui se trouvent au niveau de la partie inférieure de l'ampoule rectale. Et ces plis longitudinaux sont appelés les colonnes de Morgani. Et la partie supérieure de ces colonnes de Morgani va former la ligne anorectale qui va séparer l'ampoule rectale du canal anal. La partie inférieure de ces colonnes de Morgani va tracer une autre ligne qui est la ligne pectinée, dont on a vu l'importance sur le plan histologique. C'est elle qui va, c'est la ligne où la muqueuse va changer d'aspect. Elle va être glandulaire au-dessus de la ligne pectinée et elle va être malpighienne au-dessous de la ligne pectinée. Ensuite, on a une sous-muqueuse qui est comme 2e couche, qui va contenir des veines au niveau du canal anal. Et ces veines au niveau du canal anal vont résulter, si vous voulez, d'une anastomose entre les veines qui vont se drainer vers le système porte et les veines qui vont se drainer vers le système cave. C'est ce qu'on appelle des anastomoses portocaves. Et ces anastomoses portocaves sont source d'une hyperpression au niveau de ces veines et donc leur pathologie qui est une dilatation des veines au niveau de la sous-muqueuse du canal anal qui est appelée les hémorroïdes. Ensuite, après la sous-muqueuse, vous avez la musculeuse divisée en 2 couches. Une musculeuse interne circulaire que vous voyez ici en rouge et qui va se ronfler à la partie inférieure dans le canal anal pour donner le sphincter interne lisse de l'anus. Et une couche longitudinale, hein, c'est la musculeuse externe longitudinale. Et puis, vous avez à la partie inférieure de canal anal, c'est-à-dire à côté de la marge anale, un 2e sphincter que j'ai schématisé juste ici à droite. Je ne l'ai pas mis à gauche pour ne pas encombrer le schéma. C'est le sphincter externe de l'anus qui, lui, est composé de 3 parties ou 3 segments. Une partie profonde formée par le faisceau puborectal du muscle élévateur de l'anus, une partie superficielle et une partie sous-cutanée. Ce sphincter externe
et sous la dépendance de la motricité volontaire, parce que c'est un muscle qui est strié et non pas un muscle lisse comme le sphincter interne. Et puis la quatrième tunique, elle se trouve à la partie toute supérieure, comme on vient de le dire, de l'ampoule rectale. C'est le péritoine qui va former l'adventice et on a dit que seule la partie supérieure de l'ampoule rectale est péritonisée et le péritoine qui va se réfléchir sur la face antérieure du rectum pour donner le cul-de-sac de Douglas. Voici pour la structure du rectum. On va passer maintenant à la vascularisation du rectum. Et on l'a dit tout à l'heure, la vascularisation est un chapitre extrêmement important du point de vue chirurgical. La vascularisation artérielle va guider le chirurgien dans son geste chirurgical. La vascularisation veineuse est source de pathologies comme les hémorroïdes. Et la vascularisation lymphatique est très importante à connaître si on veut étudier le cancer du rectum. Parce que, comme je vous l'ai dit dans le cours du cancer du côlon, une tumeur du rectum va se sortir du rectum, se disséminer à travers les vaisseaux lymphatiques vers les ganglions lymphatiques du rectum. Et on doit connaître les différents relais ganglionnaires pour savoir la dissémination des cellules cancéreuses dans le cancer du rectum. Alors, vascularisation du rectum, et on va commencer par la vascularisation artérielle. Pour cela, on va réaliser une vue antérieure du rectum, vue antérieure du rectum, deux points, vascularisation artérielle. Alors, bien entendu, toujours l'orientation d'une vue antérieure. La droite, c'est la gauche, et le haut, c'est le haut. Alors, comment on va réaliser cette vascularisation artérielle du rectum? On va donc poser notre rectum en vue antérieure et on va également schématiser l'origine des vaisseaux. Donc, si je mets ici mon ampoule rectale à ce niveau-là, voilà, avec la marge anale, je vais schématiser l'origine de mes vaisseaux. Et pour schématiser l'origine de mes vaisseaux, on a vu dans le chapitre de l'anatomie du côlon que l'artère mésentérique inférieure va vasculariser le côlon gauche et le rectum. C'est une artère qui est destinée à la vascularisation commune du côlon gauche et du rectum. Et vous connaissez l'origine de l'artère mésentérique inférieure, l'origine c'est l'aorte abdominale. Donc on va schématiser l'aorte abdominale. Donc, l'aorte abdominale, on va juste agrandir le trait parce que comme vous le savez, l'aorte est une grosse artère. Donc on va schématiser ici l'aorte abdominale et l'aorte elle va se diviser en ces deux branches terminales, d'accord, qui sont les artères iliaques primitives, droite et gauche. Donc l'aorte va se diviser en les artères iliaques primitives droite et gauche et chaque artère iliaque primitive va se diviser en une artère iliaque externe et une artère iliaque interne qui est l'artère hypogastrique. Donc on va schématiser tout ça ou légender pardon tout ça. Voilà. Donc ici aorte abdominale, aorte abdominale, artère iliaque externe, artère iliaque iliaque
externe gauche, pardon, c'est l'artère iliaque commune et non pas externe. C'est l'artère iliaque commune, bien entendu, qui va donner l'artère iliaque externe, artère iliaque externe, et l'artère hypogastrique. Et l'artère hypogastrique. Voilà. Donc notre ampoule rectale est schématisée avec l'aorte abdominale, ces deux branches terminales qui sont l'artère iliaque commune droite et gauche, et chaque artère iliaque commune va se diviser en artère iliaque externe et artère hypogastrique. Alors comment se fait maintenant la vascularisation artérielle du rectum? La vascularisation artérielle du rectum se fait à partir de 3 artères rectales. Ce sont les artères rectales supérieures, moyennes et inférieures, anciennement appelées les artères hémorroïdales. Si vous trouvez dans un livre artère hémorroïdale, c'est artère rectale, c'est la même chose. Donc l'artère la plus importante, c'est l'artère rectale supérieure. Et l'artère rectale supérieure provient d'où? Eh bien, les 2 artères rectales supérieures, droite et gauche, ce sont les branches terminales de l'artère mésentérique inférieure. Les branches terminales de l'artère mésentérique inférieure. Donc, si on schématise ici l'artère mésentérique inférieure, qui provient de l'aorte abdominale à hauteur de L3, L4, qui, souvenez-vous, décrit une courbe concave à droite, on l'a fait dans la vascularisation artérielle du côlon, et elle va se diriger dans ce qu'on appelle le hile du rectum. C'est quoi le hile du rectum? C'est la partie postérieure du rectum, sur la face postérieure du rectum, en avant de la 3e vertèbre sacrée. En avant donc de la 3e vertèbre sacrée. Donc, cette artère mésentérique inférieure va se diriger vers la partie postérieure du rectum pour donner ces 2 branches terminales qui sont les artères rectales supérieures droite et gauche. L'artère rectale supérieure droite va être verticale et l'artère rectale supérieure gauche va être horizontale et elle va contourner le bord gauche. Elle va contourner le bord gauche du rectum pour devenir antérieure. Je répète, les 2 artères rectales supérieures, droite et gauche, sont les branches terminales de l'artère mésentérique inférieure. Elles vont pénétrer le rectum au niveau de sa face postérieure. Les 2 sont postérieures, vous les avez vues, elles sont en pointillé. L'artère rectale supérieure droite est plutôt verticale et l'artère rectale supérieure gauche est horizontale et elle va contourner le bord gauche du rectum pour venir s'éparpiller sur la face antérieure. Donc, artère rectale supérieure droite et la artère rectale supérieure gauche qui provient tous les deux de l'artère mésentérique inférieure. C'est leur branche terminale. Artère mésentérique inférieure. L'ensemble des 2 artères rectales supérieures, droite et gauche, va vasculariser plus de 80% du rectum. Toute l'ampoule rectale va être vascularisée par les artères rectales supérieures, droite et gauche. Et une partie du canal anal également va être vascularisée
par ce pédicule rectal supérieur. Vous voyez l'intérêt et l'importance de ces artères rectales supérieures droite et gauche qui sont manifestement les artères les plus importantes pour la vascularisation du rectum. Deuxième artère, ce sont les artères rectales moyennes. Les deux artères rectales moyennes, droite et gauche, vont venir de l'artère hypogastrique. Ce sont deux branches collatérales de l'artère hypogastrique et vous avez vu l'artère hypogastrique avec professeur Fadeli, avec ces 12 branches. Parmi ces 12 branches, il y a les artères rectales moyennes, droite et gauche. Donc là, artère rectale moyenne droite. Et là, c'est bien entendu l'artère rectale moyenne gauche. Ces artères rectales moyennes vont vasculariser une partie du canal anal. Elles vont donc vasculariser avec les artères rectales inférieures le canal anal. Donc, troisième artère, c'est l'artère rectale inférieure. Et l'artère rectale inférieure, vous savez que l'artère hypogastrique va donner plusieurs branches. On ne va pas les schématiser, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Vous avez fait tout ça. Et donc, l'artère rectale inférieure est une branche d'une artère qui est l'artère pudentale, Donc je répète, l'artère rectale inférieure est une branche collatérale de l'artère pudentale. Et l'artère pudentale elle-même est une branche collatérale de l'artère hypogastrique. Donc ici, artère pudentale. L'artère pudentale, c'est l'artère qui est anciennement appelée artère honteuse interne. Si vous trouvez dans un livre d'anatomie artère honteuse interne, c'est l'artère pudentale. C'est une des branches collatérales de l'artère hypogastrique. Donc je répète, l'artère rectale inférieure est une branche collatérale de l'artère pudentale. Voilà, l'artère rectale inférieure, gauche, et l'artère rectale inférieure droite. Inférieure droite. Et là, c'est l'artère pudentale ou honteuse interne, pudentale droite, et qui sont destinées à la vascularisation artérielle du canal anal. Donc vous voyez ici cette vascularisation riche quand même, qui provient principalement de trois artères qui sont doubles, symétriques, à droite et à gauche. L'artère rectale supérieure, branche collatérale de la mésentérique inférieure, artère rectale supérieure droite et gauche, vascularise 80% du rectum, toute l'ampoule rectale, une partie du canal anal, et les artères rectales moyennes et inférieures, la moyenne branche de l'artère hypogastrique, l'inférieure branche de l'artère pudentale, elle-même branche de l'hypogastrique, et vont vasculariser le canal anal. Le rectum est vascularisé d'une manière secondaire, pas principale, par une artère qui provient directement de la bifurcation aortique, qui est l'artère sacrée moyenne. L'artère sacrée moyenne. Et cette artère sacrée moyenne est une branche, si vous voulez, terminale de l'aorte abdominale. Artère sacrée
moyenne. Voilà. Donc cette artère sacrée moyenne va venir directement de la bifurcation aortique et c'est une artère qui a involué au cours de la vie embryonnaire et qui est pratiquement considérée comme la branche terminale de l'aorte abdominale, sauf que c'est une artère qui est assez grêle et qui va vasculariser d'une manière secondaire cette ampoule rectale. Donc voilà pour la vascularisation artérielle de l'ampoule rectale. Vous avez vu que c'est une vascularisation qui est riche. Cette vascularisation artérielle est doublée d'une vascularisation veineuse qui est pratiquement calquée sur la vascularisation artérielle. Sauf que cette vascularisation veineuse, vous allez voir avec moi et on va suivre la vascularisation artérielle pour calquer sur la vascularisation veineuse. Donc, les artères rectales supérieures, les veines rectales supérieures sont satellites des artères rectales supérieures. Les veines rectales supérieures droite et gauche vont s'anastomoser pour donner la veine mésentérique inférieure. Or, on sait que la veine mésentérique inférieure va s'anastomoser avec la veine splénique pour donner le tronc splénomésaraïque, qui va s'anastomoser ou confluer avec la mésentérique supérieure pour donner le tronc porte. Donc, regardez avec moi que l'ampoule rectale et le retour veineux est fait par les veines rectales supérieures qui vont être drainées vers la mésentérique inférieure et donc vers le tronc porte. Or, la partie inférieure que vous voyez ici du canal anal est vascularisée par les veines rectales moyennes et les veines rectales inférieures. Et les veines rectales moyennes vont partir vers la veine hypogastrique, les veines rectales inférieures vers la veine pudentale et donc vers la veine hypogastrique. Or, la veine hypogastrique va s'anastomoser avec la veine iliaque externe pour donner la veine iliaque commune et qui va donner la veine cave inférieure. Donc, le drainage de la partie inférieure du canal anal va se drainer, le drainage veineux va se faire vers la veine cave inférieure. Et donc, il se trouve ici une anastomose portocave entre les veines rectales supérieures qui vont être drainées vers le système porte et les veines rectales moyennes et inférieures qui vont être drainées vers le système cave. Et cette anastomose va se faire au niveau de la sous-muqueuse, quand on a vu tout à l'heure, et cette différence de deux systèmes différents va créer une hyperpression au niveau de ces vaisseaux sous-muqueux du canal anal et va contribuer à cette pathologie très courante qui est les hémorroïdes. Alors, qu'est-ce que c'est que les hémorroïdes? C'est tout simplement une dilatation des veines de la sous-muqueuse qui sont dues à l'enchevêtrement de deux systèmes, le système porte d'un côté et le système cave de l'autre côté, et qui vont se dilater. Et parfois, en se dilatant, elles vont, avec l'augmentation de la pression, elles vont se rompre. Et quand elles vont se rompre, il y aura un saignement par la marge anale qu'on appelle la rectorragie. Et donc, parmi les étiologies ou les origines de la rectorragie, vous pouvez avoir des hémorroïdes par dilatation des veines hémorroïdaires. Voilà pour la vascularisation artérielle et veineuse. On va passer maintenant à un autre schéma qui va donc illustrer la vascularisation lymphatique. Et je vous ai dit, quand on a parlé de l'anatomie du côlon, que la vascularisation lymphatique était très importante sur le plan de la cancérologie. Et je vous ai bien expliqué que quand on a un cancer, cette fois-ci au niveau du rectum, la tumeur, les cellules tumorales peuvent quitter la tumeur initiale à travers les vaisseaux lymphatiques et se loger au niveau des ganglions lymphatiques correspondants. Et que ces ganglions lymphatiques sont d'abord proches du rectum et ensuite loin du rectum. Et que l'envahissement des ganglions qui sont loin du rectum vont conditionner le pronostic de la maladie. Donc, le schéma suivant, c'est exactement le même comme celui-là, parce que, encore une fois, comme dans le côlon, les vaisseaux ainsi que les ganglions lymphatiques vont suivre les artères et vont suivre la segmentation des artères. Et d'ailleurs, on va voir, on a vu 3 pédicules artérielles, rectales supérieures, moyennes et inférieures. On va voir qu'il y a 3 groupes ganglionnaires qui suivent les vaisseaux supérieurs, moyens et inférieurs. Donc, on va refaire exactement le même schéma, sauf qu'on ne va pas
légender les artères. On va d'abord mettre une vue antérieure du rectum et mettre vascularisation lymphatique. Vascularisation lymphatique, l'orientation est toujours la même. Le haut, c'est le haut et la droite, c'est la gauche. Donc, on va schématiser notre rectum comme ceci, pardon. Donc, avec voilà, on va schématiser nos artères avec bien entendu l'aorte qui est ce gros vaisseau et avec la bifurcation au niveau de l'aorte en deux artères iliaques droite et gauche, les iliaques communes, et les artères iliaques communes qui vont se diviser en artères iliaques externes et artères hypogastriques droite et gauche. On va mettre la vascularisation du rectum avec les deux artères rectales supérieures droite et gauche qui sont des branches de l'artère mésentérique inférieure. On va mettre les artères rectales moyennes et on va mettre les artères rectales inférieures qui sont des branches de l'artère hypogastrique. Voilà donc notre vascularisation artérielle posée. On ne va pas mettre de légende parce qu'on l'a déjà vu dans le schéma précédent. Et on va maintenant poser les relais ganglionnaires au niveau du rectum. Alors au niveau du rectum, il y a trois groupes ganglionnaires. Il y a d'abord le groupe ganglionnaire, juste rajouter ici l'artère sacrée moyenne. Il y a d'abord le groupe ganglionnaire rectal supérieur. Et le groupe ganglionnaire rectal supérieur va suivre les vaisseaux rectaux supérieurs. Et donc, comme il va suivre les vaisseaux rectaux supérieurs à travers leur origine. Et c'est quoi leur origine? C'est l'artère mésentérique inférieure. Donc, il va suivre l'artère mésentérique inférieure jusqu'à son origine qui est les ganglions préaortiques. Sont les ganglions préaortiques. Donc ici, c'est groupe ganglionnaire rectal supérieur. Et là, ce sont les qui va se drainer vers les ganglions préaortiques. Les ganglions préaortiques. Ça, c'est le premier groupe ganglionnaire, c'est le groupe ganglionnaire rectal supérieur. Deuxième groupe ganglionnaire, c'est le groupe ganglionnaire rectal moyen. Le groupe ganglionnaire rectal moyen, qu'on va faire avec une autre couleur, qui va lui suivre les vaisseaux rectaux moyens ou les artères rectales moyennes jusqu'à leur origine. Et leur origine, c'est les nœuds hypogastriques, les ganglions hypogastriques. Donc là, c'est le groupe ganglionnaire
rectal moyen qui va se drainer vers les ganglions hypogastriques. Voilà. Troisième groupe ganglionnaire, c'est le groupe ganglionnaire rectal inférieur. Et le groupe ganglionnaire rectal inférieur va suivre, comme son nom l'indique, les vaisseaux rectaux inférieurs. Et l'origine des vaisseaux rectaux inférieurs, c'est l'artère pudentale. Et ce groupe ganglionnaire va se drainer vers les ganglions inguinaux. Vers les ganglions inguinaux. Et ça, c'est une particularité importante. Vous voyez ici les ganglions inguinaux. Et ça, c'est une particularité importante de la partie basse du canal anal qui, elle, va se drainer sur le plan lymphatique vers les ganglions inguinaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un cancer de la marge anale ou un cancer du canal anal, la résection des ganglions ne doit pas se faire uniquement vers les ganglions du pelvis, comme les ganglions rectaux supérieurs et moyens, mais doit aller se faire également vers les ganglions inguinaux et qu'un cancer du canal anal peut se manifester par une adénopathie inguinale. Ça, c'est une particularité. Donc, je répète encore une fois, le cancer du canal anal peut se drainer vers les ganglions inguinaux et donc peut se manifester par une adénopathie inguinale. Donc, troisième groupe, c'est le groupe ganglionnaire rectal inférieur qui se draine vers les ganglions inguinaux. Voilà donc pour la vascularisation lymphatique. Trois groupes ganglionnaires qui peuvent être atteints selon le niveau de la tumeur. Le groupe ganglionnaire supérieur qui va drainer toute l'ampoule rectale et qui se draine vers les ganglions préaortiques. Le groupe ganglionnaire moyen qui va suivre les vaisseaux ou les artères rectales moyennes et qui va se drainer vers les ganglions hypogastriques. Et le groupe ganglionnaire inférieur va se drainer vers les ganglions inguinaux, ce qui fait qu'une tumeur de la marge anale ou de la partie basse du canal anal peut se manifester par une adénopathie inguinale. Voilà donc, c'est terminé pour le cours du rectum. C'est tout ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne l'anatomie du rectum. Merci.